Les rencontres du RT14. L'actualité de la sociologie des arts et de la culture. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence pour la première séance des rencontres en sociologie des arts et de la culture du RT14, le réseau thématique 14 de l'Association française de sociologie pour la saison 2025-2026. Nous avons le plaisir d'accueillir Ariel Nganso pour parler avec elle de son livre paru en 2023 aux éditions d'Amsterdam, Les Prairies ordinaires, la fabrique de la sono mondiale, des musiques africaines face à l'impérialisme culturel. Un petit mot pour commencer sur l'organisation des rencontres. Il s'agit d'un format à la croisée du séminaire et du podcast qui vise à présenter l'actualité de la recherche en sociologie des arts et de la culture sous la forme de discussions avec des auteurs et des autrices ayant publié des ouvrages récents dans ce domaine. Ces séances prennent la forme d'un entretien suivi d'un moment d'échange avec le public et le tout est enregistré et diffusé à la suite sur le Carnet Hypothèse, la chaîne YouTube du RT14 et les plateformes de streaming. Avant de commencer cette discussion avec Ariel Nganso, je profite de l'occasion pour vous inviter à notre prochaine séance avec Samuel Zarka, le 17 février 2026, de 16h à 18h, à propos de son ouvrage « Ces invisibles qui font le cinéma ». La séance sera animée par Anastasia Choquet. Nous sommes donc ravis de t'accueillir aujourd'hui, Ariel Nganso. Tu es docteur en littérature comparée. Tu as réalisé ta thèse à l'Université de Limoges, où tu as également enseigné 2 ans comme enseignante contractuelle, puis ATER, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Tu as co-organisé le colloque international « Le corps, matrice de sens, penser et interpréter la corporalité en art et en sciences humaines » qui s'est tenu en 2021. Et tu as publié plusieurs articles, dont le plus récent, paru fin 2024 dans Le Temps des médias, s'intitule « La décennie 80 ». Le beat africain et la bataille pour une visibilité médiatique extra-communautaire en France. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui est issu de ton travail de thèse et offre une plongée inédite dans les relations culturelles entre la France et les pays d'Afrique centrale, principalement le Cameroun, la République du Congo ou Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo ou Congo-Kinshasa, par le biais de la musique. Le livre s'ouvre sur l'hypothèse majeure de ta recherche qui prend la forme d'une tension. D'un côté, la diffusion des musiques urbaines des pays d'Afrique centrale des années 60 aux années 90 en France a été favorisée par le pluriculturalisme de la société française. Et en même temps, ces musiques ont été handicapées par un racisme biologico-culturel que les discours publics ont longtemps occulté. Avant de te proposer de développer cette hypothèse et les nombreuses analyses que tu en tires, est-ce que tu pourrais revenir sur la genèse de cette recherche qui est issue d'une thèse consacrée à la réception en France des musiques urbaines d'Afrique centrale ? Merci Karim, merci pour la présentation et pour la question. Merci aussi au RT14 qui organise ces journées. C'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger autour de mes travaux. La jeunesse, déjà au Cameroun, j'ai fait des recherches dans le cadre d'un master en sciences politiques. Et dans le cadre de ce master-là, j'étudiais l'intégration sous-régionale, mais sur le plan culturel. Ça veut dire que j'étudiais concrètement les échanges culturels entre les pays de la CEMAC, c'est la sous-région d'Afrique centrale, il y a 6 pays et ils font des échanges culturels. Mais moi, je m'étais donné l'ambition de voir ce qui a perduré dans ces échanges culturels malgré le fait qu'il y ait eu la conférence de Berlin et le partage, entre guillemets, du gâteau africain. Donc déjà, je m'intéressais aux questions de la culture. Et quand j'arrive en France et que je suis dans le master d'intégration, d'industrie culturelle, il faudrait que je trouve une question de recherche et moi, j'aime écouter la musique. Mais dans les échanges avec mes directeurs, ils me disent que les questions sur les études postcoloniales sont, entre guillemets, à la mode. En France, on en parle beaucoup. Et je me demande comment est-ce que je peux croiser ces questions postcoloniales et mon amour pour la musique. Donc, je travaille déjà sur mon master sur la réception en France du Makossa. Juste le Makossa. Maintenant, pour la thèse, j'élargis. Je ne travaille plus que sur le Makossa, mais je travaille également sur le soukous et sur la rumba congolaise. Et dans une perspective toujours de circulation culturelle, avec un plus, du moins dans une logique aussi d'études postcoloniales. J'intègre la critique postcoloniale. Donc,
j'avais pas beaucoup de connaissances d'artistes. J'aimais la musique, mais ça veut pas dire que je connaissais les artistes. Mais j'avais des amis qui avaient des amis, donc je me disais qu'avec ce carnet, ce portefeuille de personnes qui connaissent des personnes, je pourrais avoir accès à ces musiciens-là et poser des questions et avoir un matériau au niveau des entretiens pour mon sujet de thèse. Donc, tout part déjà des travaux de recherche au Cameroun. Après, la question il faudrait que je continue sur un aspect culturel de la recherche, vu que ça m'intéresse, et pourquoi pas prolonger sur ce que j'ai fait en master, en thèse. Merci. Sur le plan méthodologique, tu as commencé à en parler. Tu t'appuies sur des sources nombreuses et variées pour ce livre. Est-ce que tu peux rappeler ces sources et nous dire également les difficultés que tu as rencontrées dans ta démarche d'enquête empirique ? Plusieurs sources, majoritairement, du moins au début du travail, d'abord les archives. Je suis allée faire les archives à la BNF, archives sonores, archives iconographiques, archives écrites, parce que j'avais besoin pour retracer l'histoire, vu que c'est une histoire sociale et une histoire culturelle que je fais dans mes travaux, j'avais besoin d'avoir des archives qui me permettent de comprendre le contexte de l'époque. Si je veux raconter l'histoire de la France culturelle du XXe siècle, il faut que je comprenne comment c'était décrit dans la presse. Donc, à la BNF, j'avais les archives de presse spécialisées aussi. Je pouvais avoir toutes les éditions de Actuel, de Bingo, de Amina. En tout cas, la presse qui parlait de ces musiques-là en France. Les archives sonores, il y avait aussi des séries d'entretiens que la BNF a entrepris avec des producteurs de disques. Donc, je pouvais écouter Gilbert Castro parler de celluloïd juste en allant à la BNF. J'avais des archives iconographiques pour avoir les affiches, les flyers de cette époque, les affiches de cette époque pour les festivals, voir les pochettes de disques aussi. Concrètement, si jamais j'étudie les stéréotypes, les imaginaires, il fallait que je voie concrètement à quoi ça ressemble. Les archives de l'INA aussi m'ont beaucoup aidé parce qu'il y a une diffusion peut-être légère, bon, pas peut-être, mais plutôt légère, dans les années 60 jusqu'à la fin des années 70. Mais c'était bien de voir à quoi ça ressemblait à la télé. Et aussi dans les années 80, et d'écouter les émissions qui étaient diffusées à la radio. Donc, les archives de l'INA, mais aussi le fond écrit à l'INA, parce qu'il fallait voir les grilles de programme, les lettres des auditeurs, tous ces archives-là, c'était possible de pouvoir les voir à l'INA. Et je suis allée à la RFI, je suis allée à Radio Nova, parce que j'enquêtais aussi sur le rôle des festivals dans la trajectoire de ces artistes-là. Et RFI, ils ont fait les concours découvertes. Mais c'est uniquement à RFI que je peux avoir accès aux archives des concours découvertes. Donc, l'archive a eu une place majeure. Les entretiens aussi, semi-directifs, ont eu une place majeure dans mes travaux de recherche. En moyenne, je pense, si je ne me trompe pas, c'est 25 entretiens que j'ai faits avec différentes catégories d'acteurs dans le milieu musical. Donc, il y avait des éditeurs de disques, des programmateurs, des artistes eux-mêmes, directeurs de festivals, j'en oublie certainement, mais c'était pour que je puisse rentrer dans le contexte de l'époque, mais à partir de ce que eux ils avaient à dire, à partir de ce que eux ils ont vécu, et pouvoir croiser aussi les sources entre ce que l'archive me disait et ce que les personnes contemporaines de cette époque-là pouvaient dire aussi des événements qu'ils ont vécus. Donc c'est principalement ces sources-là que j'ai utilisées pour mon travail de recherche. Merci. Pour les gens qui nous écoutent, je vais te proposer quelques contextualisations. Tu as évoqué Celluloïd, qui est un label pionnier de la fin des années 70 et des années 80. Tu as aussi évoqué, peut-être on peut retenir deux magazines en particulier que tu peux peut-être nous présenter un petit peu, Actuel et Bingo. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces deux magazines qui ont été une source importante pour tes recherches ? Oui, Actuel, la figure de proue, du moins la personne qu'on évoque beaucoup quand on parle de Actuel, c'est Jean-François Bizot. Il a pris Actuel, c'était un fanzine dans les années 70. Il l'a racheté de Claude Delco. Et après, au fur et à mesure des années, il l'a transformé du fanzine. C'est passé d'abord à un magazine sur la Free Press. Et puis, c'est devenu vraiment l'image des musiques de la sono mondiale en France, à partir des années 80. Et dans ce magazine-là, il y a plusieurs personnes qui intervenaient, qui avaient une sensibilité pour la musique africaine. Bon, en majorité des Blancs, qui étaient fans de la musique africaine, qui avaient un lien avec l'Afrique, parce qu'ils faisaient des grands reportages. Et les reportages actuels, c'est des journalistes qui quittaient de la France, qui allaient vivre l'expérience en Afrique et qui revenaient écrire ce qu'ils ont vécu. Au départ,
ils écrivaient sur ce qu'ils ont vécu sur le plan politique, mais après, ça s'est plus prononcé dans le domaine de la musique. Et ce qu'ils faisaient sur le plan de la musique dans les colonnes de Actuel, c'était aussi retranscrit à la radio avec Radio Nova. Donc, ils ont été vraiment de gros ambassadeurs de la musique africaine ici en France. Et le magazine Bingo, ça a été pareil. C'est aussi un magazine qui, si on voulait connaître l'actualité des musiques africaines dans les années 80, si on voulait savoir quel est l'artiste, il va prester où, dans le magazine Bingo, on pouvait avoir ce type d'informations. Donc, ça a été les premières portes, ou alors les portes les plus mises en avant pour avoir le visage de la diversité musicale en France. Et des fois, même dans les colonnes du journal, on pouvait lire qu'ils étaient un peu frustrés que leurs efforts ne fassent pas écho au goût du public, notamment Actuel. Ils organisaient des fois des soirées au Rex Club. C'était les nuits africaines. Et dans le magazine, ils faisaient plein d'articles pour inviter les gens à ces nuits africaines. Mais c'était un fiasco. Ils ont fait un article pour dire qu'ils étaient à bout de ce que le public ne répondait pas favorablement aux fleurs qu'ils faisaient au public. Donc oui, ils se sont vraiment battus pour que ces musiques-là puissent avoir visibilité en France. Tu as parlé de croisement entre notamment les entretiens et les archives. Est-ce que ce croisement a montré des décalages? Est-ce que tu peux nous parler un peu des décalages que peut-être la mémoire de certaines personnes et les documents que tu as trouvés ont pu faire surgir, ou des décalages inverses où il y a des choses qui n'apparaissaient pas dans les archives et que les entretiens t'ont permis d'identifier? Des choses qui n'apparaissaient pas dans les archives, que les entretiens m'ont permis d'identifier, oui. J'ai par exemple discuté avec des musiciens du Congo, qui, plusieurs d'entre eux, ont fait état de ce qu'ils avaient un mécène en particulier, là on parle du président Mobutu Sese Seko, qui avait un rôle majeur dans le financement de tout ce qui était activité culturelle dans le pays dans les années 70, les années 80. De manière officielle, ce qu'on sait, c'est que Mobutu, il a contribué à ce qu'il y ait un festival Zahir. Ça, c'était autour de la rencontre entre Mohamed Ali et George Foreman au Zahir. Donc, il voulait que son pays soit connu sur la scène internationale comme un lieu d'émulation culturelle. Mais de manière officieuse, à part ce qu'il a fait, il donnait aussi du financement à des artistes qui pouvaient chanter à la gloire de son nom parce qu'il était connu comme un dictateur. Mais c'était très officieux. Donc ces personnes-là, quand je les vois, il y en avait qui étaient dans l'orchestre de Taboulé Rochero, dans l'orchestre de Franco, c'était les gros orchestres de renom au Congo à cette époque-là. Donc, il y avait un financement du président, mais vu que c'était officiel, c'est juste dans les entretiens que j'ai pu avoir ce type d'informations. Parce que je me demandais comment ils ont fait pour venir faire des spectacles à l'Olympia. Et c'est en faisant les entretiens que je me rends compte que dans les années 73, le président avait déjà une démarche de faire en sorte que la musique congolaise soit écoutée à l'étranger. Donc, il pouvait acheter des instruments, il pouvait jouer de son poids aussi dans les conversations qu'il y avait entre les acteurs culturels, notamment Bruno Cocatrice et Taboulé Rochero. Il pouvait pousser comme ça, mais tout ça a été officieux. Et c'est juste dans les entretiens que j'ai pu avoir ce type d'informations. Alors, le livre suit un plan chronologique et thématique. Je vais reprendre dans la trame de cet échange ce plan. Dans le premier chapitre, tu décris la façon dont, à l'époque coloniale, la métropole française construit un intérêt exotique pour la musique africaine. Ton analyse souligne à la fois le rôle des discours savants et les intérêts des industries culturelles européennes en Afrique centrale, et notamment les industries radiophoniques et les industries discographiques. Est-ce que tu peux revenir sur ces deux types d'acteurs et leur rôle à cette époque-là? Avant que les années 60, ce que je dis dans le livre et dans ma recherche aussi, c'est qu'on a une Afrique qui est présentée, mais qui ne se présente pas. Ça veut dire que le discours qu'on tient, c'est tenu par l'Occident sur l'Afrique, mais elle-même, elle ne joue pas de rôle majeur dans ce discours-là. Donc, il y a en France des structures comme le musée de l'Homme, l'OCORA, l'Office de coopération radiophonique. Il y a un certain nombre de structures qui ont pour ambition d'aller sur le territoire en Afrique, capter ces musiques-là, les éditer, les commercialiser, mais en France, et mettre à la disposition c'est ce que j'appelle la réception savante, mais ils mettent à la disposition de certaines catégories de personnes, les personnes qui s'intéressent aux musiques exotiques, mais aussi les chercheurs. Et c'est financé ici, commercialisé ici par la boîte à musique, le Chant du Monde. Parfois aussi, ils font
des partenariats avec des majors comme Philips pour pouvoir commercialiser ces disques-là. Donc, il y a un intérêt pour ces musiques, pas que les musiques, mais aussi un intérêt pour les instruments de musique, parce qu'on se dit, on va préserver cette musique-là, parce qu'il ne faudrait pas que ça disparaisse. Donc, il y a une bonne intention de départ derrière, mais aussi il y a une intention commerciale derrière. Ça, c'est pour la réception savante. Et les radios, ils vont jouer un rôle important parce que un rôle au niveau de l'hybridation des musiques ou bien du mélange des musiques. C'est vrai que Jean-Louis Hamzel dit qu'il n'y a pas de culture pure. Elles sont toutes hybridées, mélangées au départ. Mais là, elles vont jouer un rôle supplémentaire dans le fait que les musiques locales, donc au Cameroun et au Congo, vont pouvoir se mélanger à d'autres genres musicaux, le rock, le twist, mais parce qu'ils vont écouter des radios comme radio, il y a une radio Congo-belge, par exemple, qui va être créée au Congo. Là, on est dans les années 46. Radio Congolia. En tout cas, la Belgique investit l'espace médiatique du Congo avec plusieurs radios comme ça. Et on va diffuser des émissions qui viennent de BBC, qui viennent de la VOA, Voice of America. Il y a plein d'émissions qui arrivent et qui diffusent des variétés étrangères, qui diffusent du jazz. Ça veut dire que les populations locales sont baignées sur ces mélodies-là. Et on a aussi dans le système du commerce colonial des ports où on a des 78 tours qui arrivent. Et les 78 tours, on les met dans les salons des maisons, des fois. On écoute et on danse dessus. Et quand on danse dessus, il y a des artistes qui vont se dire qu'ils vont reproduire ce jeu-là, mais avec les instruments locaux. Donc, les 78 tours, ce qu'ils écoutent à la radio, ils se mettent pour ambition de reproduire ça lorsque ils sont dans les lieux de loisirs qui sont faits uniquement pour les personnes, entre parenthèses, pour les Noirs. Et une fois qu'ils reproduisent ce jeu-là, ça devient très important dans les lieux de loisirs parce qu'on va maintenant payer des orchestres locaux. Donc, c'est là qu'on va commencer à avoir les premiers grands noms de la musique congolaise. On est vraiment dans les années 40, les années 50, avant les indépendances. On a les premiers grands noms de la musique congolaise. On a Bowan, par exemple. On a l'auteur de Marie-Louise, son nom m'échappe là maintenant. Mais en tout cas, on a les grands noms, les premiers grands noms de la musique congolaise. Et il y a aussi des Belges qui vont arriver parce que tout ça est fait juste avec peut-être des bambous artisanaux qu'ils ont fabriqués eux-mêmes de leurs propres mains. Mais il y a un Belge qui va arriver sur le territoire ça va marquer un déclic dans le changement du jeu musical. C'est Bill Alexandre. Parce que quand il arrive au Congo, il arrive avec la guitare électrique. Donc à partir de ce moment, on peut mettre le jeu de guitare dans les productions musicales locales. Et ça fait toute la différence. Et sur les 78 tours, ce qui est important, c'est que au départ, on a la rumba cubaine qui vient inonder les radios inonder les maisons par le biais des 78 tours. Mais c'est des Congolais qui, par la traite négrière, sont arrivés à Cuba. Au départ, ça s'appelle comba. C'est pas rumba congolaise. Mais ils arrivent donc à Cuba. Ils transforment le jeu musical, ça devient rumba cubaine, ça revient au Congo, les Congolais retombent amoureux de la rumba cubaine et ils font la rumba congolaise, mais en imitant le jeu des Cubains. Les Cubains, ils chantent en espagnol, eux, ils font en espagnol approximatif, ils refont ça. Mais dans les années 60, ils vont mettre du lingala, ils vont mettre des guitares et là, on a maintenant un jeu qui veut absolument s'exporter à l'étranger, ce qui va commencer à se faire petit à petit dans les années 60 quand les pays deviennent indépendants et que les personnes artistes peuvent déjà créer leur propre maison de production sur le territoire. Donc, oui, les disques ont joué un grand rôle pour la globalisation de l'agencement du global et du local, pour la globalisation du jeu musical et les radios également. Tu as commencé à en parler. Dans cette géographie musicale de l'Afrique centrale, on comprend qu'il y a 3 pays principalement dont tu traites, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et le Cameroun. Donc, première question, pourquoi les autres pays qu'on associe parfois en général à l'Afrique centrale sont moins présents? Et autre question, donc là un peu au niveau macro, puis au niveau micro, tu as commencé à en parler et peut-être que ça vaut la peine d'insister là-dessus. On sent dans ce premier chapitre et dans ton travail, puis dans d'autres recherches aussi, que
la ville de Kinshasa a une place particulière dans cette géographie des musiques d'Afrique centrale et des musiques africaines plus généralement. C'est très tôt un haut lieu de la musique. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Kinshasa est si tôt un haut lieu de la musique populaire ? C'est d'ailleurs parce que c'est un haut lieu de la musique que j'ai décidé de travailler sur Kinshasa, sur Brazzaville et sur le Cameroun, beaucoup plus parce que Manu Dibango a joué un rôle aussi à l'intérieur de la rumba congolaise. Pourquoi c'est un haut lieu de la musique ? Parce que, contrairement aux autres pays africains, d'Afrique subsaharienne bien sûr, contrairement aux autres pays d'Afrique subsaharienne, le Congo de Kinshasa avait déjà des structures ancrées autour de la musique. Il y a beaucoup de commerçants belges, il y a des commerçants grecs. Dans cette période des années 30, à la fin des années 30, on est dans les années 37, comme ça, jusque dans les années 60. Et bien après. Mais juste avant les indépendances, il y a déjà des commerçants. Et ces commerçants grecs ou belges se disent, pour vendre nos articles, il faudrait qu'on puisse... Les Congolais, ils aiment chanter. Ça se voit déjà à la mission locale, parce que ça commence dans le cadre de l'église. Donc, eux, ils ont constaté ça. Ils se disent, on va prendre ces personnes qui savent chanter et ils vont chanter les louanges de nos articles pour que nous, on puisse mieux les écouler. Et les articles, ils les vendent autant aux Blancs qu'aux personnes africaines sur le territoire. Donc, ils vont mettre en place les premières maisons d'édition. On est dans les années 37. L'Onigisa, ça va exister. Opika, ça va exister. Mais c'est vraiment ces commerçants qui ouvrent ces maisons d'édition. Donc, ils vont financer déjà les premiers musiciens pour faire ces disques-là et ils vont vendre. Et plus ils vendent, plus le chiffre d'affaires pour leurs marchandises à eux évolue. Donc, on a les radios qui arrivent, qui permet que les radios en plus des 78 ou qui arrivent, qui permet que ceux qui chantent se disent on va améliorer notre musique, on va adapter ce qu'on entend à la radio dans nos productions musicales. Et il y a aussi en parallèle dans les villes, les grandes capitales, notamment Kinshasa, Matadi, il y a des lieux de loisirs qui commencent à émerger parce que une fois que les Noirs ont servi chez les Blancs, le soir, ils sont désœuvrés. Donc, ils créent des lieux de loisirs où ils essayent de recréer l'ambiance musicale qu'ils ont entendue à cette époque, le maître. Donc, dans ces lieux de loisirs, on remet les 78 tours qu'on a entendus et on danse dessus. Mais après, les tenants des bars comme Kachama, du moins les bars de cette époque, ils veulent qu'il y ait des orchestres qui reproduisent les musiques non plus en écoutant, mais juste à l'oral, avec les instruments locaux. Donc, on va créer ces espaces-là. Ils vont pouvoir, chaque soir, avoir des lieux d'ambiance, avoir des concerts avec des musiciens locaux qui font de la musique. Maintenant, les radios qui émettent au Congo émettent aussi dans d'autres pays africains. Donc, progressivement, les musiques congolaises vont pouvoir être écoutées au Cameroun, écoutés dans plein de pays autour de l'Afrique. Donc, les Congolais n'ont plus qu'une réputation au Congo. Les musiciens, ils ont aussi une réputation dans tous les pays africains. Tous les pays dansent sur la musique congolaise. Au moment des indépendances, donc en 1960, Taboulé Rochero et Joseph Kabasele, ils vont accompagner le président pour la signature de l'autonomie du Congo en Belgique. Et une fois qu'il est en Belgique, il y a cette chanson-là, Indépendance Tcha-Tcha, qui va produire Joseph Kabasele. Et Manu Dibango va le rencontrer à cette occasion et ils vont retourner au Congo ensemble. Donc, à partir de ce moment, il y a un mix entre la musique, le makossa, et la rumba congolaise. Parce que Manu Dibango, il fait déjà du makossa. En 67, il y a une émission qui passe en France, Pulsation. C'est diffusé sur la première chaîne produit par l'ORTF. C'est une émission de Jésip Légitimus. Et là, on peut déjà entendre Manu Dibango, il fait du jazz, mais il fait aussi du makossa, parce qu'il y a certains de ses titres qui sont diffusés et c'est du makossa. Donc, quand il revient au Congo avec Joseph Kabasele, il y a le dialogue entre makossa et rumba congolaise. Donc, pour moi, c'était les premiers instants de l'identité musicale des pays d'Afrique centrale. C'est pour ça que j'ai choisi les trois. Et la notoriété et la capacité de juste disséminer les musiques du Congolais sur tout le continent ont fait que le Congo ait cette place importante dans la sous-région. Merci. Voire même dans l'Afrique. Très bonne transition pour le chapitre 2 qui évoque justement ce tournant des indépendances acquises par la majorité des pays d'Afrique centrale en 1960.
Et sur le plan musical, tu as commencé à le décrire, hein, c'est un tournant important. Et en même temps, ce n'est pas un tournant radical dans les relations asymétriques entre la France et la Belgique et l'Afrique centrale. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette reconfiguration des relations entre la France et les Congos et le Cameroun dans les années 60 et peut-être évoquer aussi les mécanismes d'échange déséquilibrés qui se mettent en place immédiatement après les indépendances? Déjà, je peux commencer par dire qu'il y a une continuité. OK, il y a des indépendances, entre guillemets, les pays sont censés être autonomes, indépendants, mais c'est pas le cas parce qu'il y a une continuité dans la qualité des rapports qu'ils ont avec l'ancienne puissance coloniale. Donc, le Cameroun, pour ce qui est de la France, le Cameroun était sous tutelle de la France. Le Congo-Brazzaville était sous colonisation française. Le Congo-Kinshasa était sous colonisation belge. Une fois que les accords d'autonomie ont été signés, il y a quand même une continuité parce que c'est la loi française pour la littérature et pour les œuvres artistiques qui continue de couvrir ces pays-là. Il n'y a pas sur le territoire une structure de droit d'auteur, ni au Cameroun, ni au Congo. Ce qui se passe, c'est que si on est artiste au Cameroun, on doit être sociétaire de la SACEM. Si on est artiste au Congo, on doit être sociétaire de la SABAM, c'est la structure de droit d'auteur de Belgique. Donc, continuité même après les années 60. C'est juste que 69 que le Congo va ouvrir sa première société de droit d'auteur. Et pour le Cameroun, c'est jusque 1979 que ça va se faire. Donc, jusque-là, jusqu'en 79, c'est toujours la France qui assure la collecte et la redistribution des droits d'auteur. Et vu qu'il n'y a pas de structure de collecte de droits d'auteur, il n'y a pas non plus... En fait, le marché de la musique n'est pas structuré dans chacun de ces pays, que ce soit au Congo ou au Cameroun. Il n'y a aucune structure. Donc, pour les droits d'auteur, on a vu que c'est la SACEM qui assure le recouvrement au Cameroun, la SABAM au Congo, mais aussi pour les questions de... Ça, ce sont les droits d'auteur. Pour la radio, c'est la France aussi qui va couvrir toutes les radios qui vont commencer au Congo ou au Cameroun. C'est la France qui va produire des émissions. À cette époque-là, dans les années 70, on a le CORA qui va assurer la production hebdomadaire. Chaque semaine, ils envoient des émissions de radio dans ces territoires-là qui doivent être diffusées. C'est chaque semaine qu'ils le font. Et dans ces émissions, il y a des documentaires, il y a des variétés. En tout cas, ils couvrent tous les domaines de l'actualité. Ça continue. C'est pareil pour la formation de ceux qui doivent maintenant prendre le relais au niveau des médias en Afrique. C'est le Studio École en France qui assure cette formation-là. Donc, ils doivent quitter de leur pays. Ils viennent se former en France. Les manières de faire sont françaises. Les processus de travail sont français. Donc, ils viennent ici se former autant pour faire de la radio que pour faire de la télévision. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils retournent dans ces pays, dans leur territoire d'origine. Et à côté de ça, les assistants techniques sont français et ils sont disposés dans les pays d'origine. Donc, il y a vraiment une continuité au niveau de la relation culturelle et les centres culturels français, les alliances françaises font le relais. C'est le ministre Maurice Cure de Muville qui dit que la France s'était donnée pour ambition de continuer à prêcher la langue française, à évangéliser, donner les valeurs françaises sur tout le territoire africain. Donc, c'est ce qu'ils vont continuer à faire par le biais des alliances françaises, par le biais des centres culturels français, continuer à enseigner la langue française, continuer à s'assurer que l'universalisation des productions locales se fait au profit de la France et s'assurer aussi que ceux qui vont faire de la musique vont pouvoir venir sur le territoire français, non pas pour être écoutés, mais parce que les questions économiques aussi profitent à l'industrie culturelle française. Tu as une formule dans ce chapitre qui résume bien le point où tu en arrives là dans ta description, puisqu'effectivement, on voit qu'il y a tous ces enjeux de rapports asymétriques et de coopération culturelle asymétrique dans les pays d'Afrique centrale. Mais en fait, finalement, la présence des musiques d'Afrique centrale dans l'ancienne métropole, dans la France hexagonale, elles sont relativement faibles. Et tu écris, sur la scène internationale, les pays africains sont perçus comme des consommateurs de produits culturels et non comme des producteurs. Page 77. Et ton chapitre 3 décrit un tournant une rupture par rapport à cette invisibilité des musiques et des musiciens d'Afrique centrale en France dans les années 70. Et
Est-ce que tu peux évoquer les facteurs qui expliquent ce tournant, cette sortie de l'invisibilité en France hexagonale des musiciens et des musiques d'Afrique centrale? Ça commence à la fin des années 60, avec les événements de mai 68. Parce que ce que les événements de mai 68 ont fait particulièrement pour la population africaine, c'est qu'elles ont permis le dialogue de personnes qui étaient sur le territoire mais qui ne se parlaient pas forcément. Donc les Français ont pu être en contact avec des personnes immigrées et juste discuter. Et on a vu aussi que, à partir des événements de mai 68, il y a plus de revendications politiques pour les Africains. Ils commencent à affirmer la parole. Il y a je pense qu'il y a eu des manifestations syndiquées pour les populations sénégalaises, pour les gens ressortissants du Maghreb à cette époque-là. Donc l'immigré prend plus la parole, qui vient d'Afrique bien sûr, il prend plus la parole, il est un peu plus visible à partir des événements de mai 68. Après, dans cette période-là aussi, il y a des personnes africaines qui vivent déjà en France qui vont se dire qu'ils vont, sur le plan culturel, sur le plan de la musique, je pense aux producteurs c'est un producteur togolais qui est en France, qui va faire la première maison de production, Gérard Akouesson, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il va faire les disques Akoué qui vont être situés non loin de la bibliothèque François Mitterrand. Il va créer sa maison de production pour dire que l'idée, c'est de rendre visibles les musiques africaines parce qu'elles sont bien sur le territoire, c'est pas qu'elles sont pas là, elles sont là mais juste dans une sphère africaine, pas connue du grand public, pas connue des médias non plus, du moins pas diffusée dans les médias. Donc son idée à lui, c'est de faire connaître les musiciens africains et quand il fait des productions, il produit pas que des musiciens africains, il produit aussi des musiciens français. Donc il y a cette idée que mai 68 permet qu'on puisse les voir, qu'on puisse leur parler, qu'ils puissent commencer à s'affirmer, les personnes africaines en France. Et dans le circuit des années 70 aussi, si on revient un peu sur l'histoire des premières personnes qui ont fait les pistes de l'Olympia, il y a eu Taboulé Rochero, il y a eu Manu Dibango, Abeti Masikini, mais comment ils arrivent à faire ces pistes de l'Olympia, les histoires divergent de ce qu'on passe de Taboulé à Manu Dibango, par exemple. Donc, dans les années 70, les États-Unis vont jouer un rôle important pour le basculement de la perception qu'on a du musicien africain en France. Il y a ce livre que j'ai lu, j'oublie le nom de l'auteur maintenant, qui parle de l'américanisation de la France et qui parle de l'américanisation du monde et qui dit qu'il faut comprendre ça de deux manières. C'est déjà que les personnes qui arrivent sur le territoire américain épousent les valeurs américaines, mais c'est aussi de manière extérieure l'Amérique qui fait du reste du monde les États-Unis. Donc, dans cette logique de l'Amérique qui veut américaniser le monde, ils vont inonder la France de leur production musicale. Et quand les Français vont, comme Johnny Hallyday, il va commencer à faire du rock. Et après, il y a ce que Birkin appelle le mimétisme culturel. Donc, ils vont commencer à mimer aussi les musiques de rock, des fois à traduire les musiques de rock. Bon, si chanter en anglais, ils vont refaire la même chose, mais chanter en français. Donc, il y a cette manière d'épouser les codes culturels de l'Amérique, d'épouser les manières de faire de l'Amérique. Mais quand les Américains arrivent en France et qu'ils écoutent donc que Roland de Lecouvier, qui travaille à Decca, leur remet le disque de Manu Dibango et qu'ils repartent à Paris, qui repartent aux États-Unis, ils écoutent la musique et puis ils apprécient le disque. Et ça a du succès dans les radios locales aux États-Unis, WBLS, ça a du succès dans cette radio-là, ça a du succès dans les clubs. Et il y a même le directeur de Atlantic Records qui va inviter Manu Dibango à faire plein de représentations aux États-Unis. Donc quand il revient en France, le traitement que lui reçoit, c'est un traitement de désintérêt total. Personne n'a un intérêt d'écouter Soul Makossa parce que c'est des musiques qui sont faites pas pour les Français, mais pour des Africains. Donc, il n'y a pas un intérêt pour sa musique. Mais dès que la même musique, elle est écoutée aux États-Unis, qu'elle reçoit un accueil favorable aux États-Unis, qui fait toutes ces représentations, que ce soit au théâtre de Apollo, que ce soit au Yankee Stadium, là,
il y a un intérêt pour la même musique qui était produite en France, vendue en France jusque-là. Donc quand il va revenir, on est dans les années 73, il va faire l'Olympia. Et là, il a maintenant, les médias s'intéressent à Manu Dibango, qui est toujours africain, qui n'a pas changé de nationalité, toujours camerounais, qui s'appelle toujours Manu Dibango. Parce qu'à un moment, dans sa carrière, on lui a dit que Dibango, c'est pas un nom vendeur. Il fallait qu'il change de nom. Donc, il s'appelle toujours autant Manu Dibango, mais ça, subitement un intérêt pour les médias français parce que eux ils sont en train de pouvoir s'adapter à ce qui marche aux États-Unis. Donc ça c'est pour lui. Après pour Taboulé, c'est toute une autre histoire parce que c'est le président qui joue des cours Mobutu Sese Seko pour qu'il puisse faire une prestation à l'Olympia. Mais ça répond aussi aux besoins de Bruno Cocatrix de pouvoir diversifier les personnes qui jouent dans son music hall. Donc, lui, il va au Congo sur le terrain pour voir à quoi ça représente, en quoi ça consiste ce que Taboulé propose de faire dans son music hall. Et une fois qu'il a vu le spectacle au Congo, il était convaincu. Donc, quand il est revenu, il s'est dit, on va proposer ça, parce que le music hall proposait déjà le jazz. Donc, dans les années 70, les États-Unis aussi ont permis qu'il y ait un déclic, une ouverture vers ces musiques-là. Et tu décris ce processus-là comme un transfert culturel triangulaire, une dynamique qu'on retrouve encore dans les années qui suivent les années 70 à beaucoup d'endroits différents entre les États-Unis, la France ou l'Europe de l'Ouest et l'Afrique. Parfois, le succès en Europe de musiciens africains est conditionné par leur réception et leur valorisation par l'industrie musicale états-unienne et par les intermédiaires culturels états-uniens. À cette époque, dans ces années 70, est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur la place de l'État français dans ces évolutions ? La place de l'État, par le biais du ministère, ils sont plutôt axés sur une culture élitiste, l'État, plutôt fermé aux cultures populaires, pas très enclin à financer ou il n'y a pas de subvention pour ce type de culture-là. Ils sont plutôt dans la démocratisation de la culture élitiste, permettre que les classes populaires puissent avoir accès à la culture élitiste. Donc, l'État met à disposition des moyens pour des structures comme l'AFA, l'AFA ou les centres culturels, pour aller apporter les valeurs culturelles françaises dans ces pays-là. Mais pas pour recevoir ces cultures-là sur le territoire. Donc, il n'y a aucun intérêt pour ces cultures-là dans les années 70 pour le ministère ou pour les politiques publiques. Ton livre décrit finement les interdépendances, on l'entend, les interdépendances musicales entre grandes villes d'Afrique centrale, France et en particulier région parisienne, et plus largement les pays du Nord, puisque les États-Unis sont aussi dans cette géographie culturelle que tu dessines. Ton chapitre 4 revient sur ces années 70 et sur les années 80, mais en proposant un pas de côté. Tu montres comment ces relations, ces relations de transfert culturel triangulaire nourrissent dans le contexte post-colonial des attentes et des espoirs parmi les personnes d'Afrique centrale. Et tu t'appuies notamment sur le concept de société des éblouissements de l'anthropologue et sociologue Joseph Tonda. Est-ce que tu peux revenir sur ce concept et expliquer comment il éclaire la relation asymétrique entre la France et les pays d'Afrique centrale sur le plan musical ? La société des éblouissements, ça renvoie vraiment aux imaginaires, ce qui se passe dans la tête des musiciens, des artistes congolais et camerounais pour qu'ils se disent « il faut absolument aller à Paris pour exister ». Déjà, parce que, premièrement, pour les musiciens qui sont sur le territoire, aller à Paris, ça permet de produire dans de meilleures conditions. On a la question de juste l'électricité qui est compliquée dans les pays dont on parle. Parce que produire, faire des concerts, ça nécessite d'avoir de l'électricité. Dans les années 60, dans les années 70, la question du délestage, c'est une question majeure. Il y a plein de villes où il n'y a pas d'électrification. Donc, pour produire sa musique et pour faire des spectacles et pouvoir vivre de sa musique, c'est un gros challenge pour eux. Donc, ils ont juste besoin de pouvoir vivre de leur art et ils se disent il faut venir à Paris. Mais pourquoi Paris ? Parce que Paris, c'est l'ancienne métropole qui était là au moment de la colonisation et qui a réussi à asseoir dans la pensée des colonisés que elle est supérieure, le pays est supérieur comparé au pays où ils vivent. Donc, il y a ce nivellement-là dans la tête des musiciens pour dire que c'est à Paris qu'on doit réussir, c'est à Paris que la vie est meilleure. D'ailleurs, ils le mettent en chanson. Quand on écoute Ophéla de Rochero, on comprend que
En fait, il dit, c'est quelqu'un qui parle à sa bien-aimée et qui dit dans la chanson « Je m'en vais à Paris pour chercher la vie ». C'est la misère qui nous a séparés. Donc, en gros, à Paris, il fait mieux vivre. À Paris, on peut mieux produire. À Paris, on est riche. À Paris, on n'a pas de problème de la mort. Là, il dit c'est la mort qui nous a séparés. À Paris, il n'y a pas de possibilité juste de mourir. Là-bas, la vie est différente. Donc, il y a ce poids dans l'imaginaire des musiciens locaux qui veut qu'on y aille. Et puis, sur le territoire aussi, il y a la question de la corruption qui est très prégnante. Tellement c'est un poids qu'il y a des musiciens qui vont produire leur propre musique et se faire pirater eux-mêmes pour vivre de ce disque-là. Pourquoi ? Parce que quand ils produisent un disque, il y a un seul cachet, c'est au moment où le disque a été produit. Et après, la question au fur et à mesure qu'on va écouter, il y a une collecte des droits d'auteur et une redistribution, c'est inexistant. On est payé une fois au moment où la musique a été produite. Le reste du temps où elle est jouée, il n'y a plus de gains à espérer. Donc, pour eux, ils se disent, ils vont pirater leur propre musique et ils vont vendre pour pouvoir vivre de l'œuvre qu'ils ont produite. Donc, la question de la corruption, elle est très poussée. Même dans les groupes, on a plein d'orchestres dans les années 60, dans les années 70, mais il n'y a aucune logique contractuelle. Ce n'est pas le contrat qui le lie, ce sont des réseaux d'amitié. Donc, c'est juste sur la parole. Le chef d'orchestre peut décider qu'il ne va pas remettre des cachets aux parties prenantes de l'orchestre. Et on a vu, il y a plein de musiciens comme Samangwana qui passent d'un orchestre à un autre, suivant les fâcheries qu'il y a dans les différents orchestres, parce qu'il n'y a pas de contrat. C'est à la fin des années 70 qu'on va commencer à faire des logiques de contrat. Donc, pour eux, venir aussi à Paris, c'est plus de sécurité, c'est plus de quiétude. Et comme j'ai dit, c'est dans le poids de l'imaginaire, c'est le symbole de la réussite. Tu approfondis ce désir d'Europe dans les milieux culturels et dans les milieux musicaux d'Afrique centrale en t'intéressant à la SAP. Et tu reprends certaines analyses de l'historien Achille Mbembe autour de la SAP. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi la SAP fonctionne comme une incitation à l'expatriation, comme tu l'écris, page 139 ? La SAP, c'est la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Donc, le concept, c'est il faut être sapé comme jamais quelqu'un a chanté. Voilà. Donc, c'est vraiment sur le beau, sur le vestimentaire. Et il y a plein de gens, plein de chercheurs qui disent que la SAP serait devenue une institution en Afrique après la rencontre avec le colon. D'autres datent le début de la SAP au moment où les Africains sont venus en France pendant les guerres. Donc, ils ont prêté main forte pour les guerres, mais ils sont revenus avec dans les valises des vêtements de blanc et puis ils ont commencé à se vêtir comme ça. Bon, après, on ne peut pas vraiment dire à quel moment ça a commencé. Toujours est-il que dans les années 60, c'est quelque chose qui devient vraiment très voyant dans la société congolaise. Il y a plein de sapeurs qui vont émerger dans la société, mais pour se positionner contre la misère. Parce qu'au moment où il y a l'autonomie, au moment où il y a l'indépendance, il y a vraiment des couches de la société qui vivent dans la misère, dans la pauvreté. Donc les sapeurs se disent, on ne va pas refléter notre état économique. Donc on porte le vêtement, on fait attention aux vêtements, on fait attention à son hygiène, on fait attention à sa démarche également, mais c'est pour protester contre cette misère et dire qu'on existe. Après, il y a plein de musiciens qui vont se saisir de ce mouvement de SAP-là et qui, dans la musique, vont se faire les porte-voix de la SAP. Maintenant, le sapeur, dans le concept de la musique, c'est celui qui a fait un tour en Europe et qui revient. C'est pas une migration pour rester, c'est une migration où on y va. Déjà, pour qu'on sache qu'on y est allé. Deuxièmement, pour qu'on puisse s'octroyer les plus grandes marques en termes de vêtements, de chaussures. Et on revient dans le territoire d'origine, donc au Congo, pour se faire voir. Et donc, il y a plein de musiques des musiciens comme Papa Wemba, comme Koffi Olomide, qui parlent juste des grandes marques dans la musique, qui montrent des voitures, des belles filles. C'est pour ça qu'on parle de société des éblouissements, parce que quand on regarde ces clips-là, on a envie d'y être, on a envie d'y aller. Et même les paroles des chansons vous rappellent qu'il fait beau vivre sur la Tour Eiffel. C'est bien d'être à Paris. Et il y a des gens, j'ai lu un livre où il y avait un Congolais qui disait, avant même d'arriver en France, il connaissait la carte de Paris. Il était possible pour lui d'aller à Pigalle, d'aller à la République, parce que tellement il est omnibulé par la notion d'aller à Paris. Mais c'est les musiques qui diffusent ça. Donc, quand
Les personnes qui sont restées au pays écoutent ça, ils n'ont qu'une seule avis, c'est d'immigrer. Et il y a plein de musiciens qui s'attelaient donc à faire de la consécration, de la réussite en tant qu'individu, mais aussi en tant que réussite professionnelle, le fait d'aller à Paris, pas à Bruxelles, à Paris, et de revenir. Les années 80 sont marquées sur le plan international par le développement de la world music et de sa forme française particulière, la sono mondiale. Qu'est-ce que la sono mondiale et quels sont les acteurs qui la promeuvent? Sono mondiale, les musiques extra-européennes, surtout pour permettre de bien, sono mondiale ou world music, pour bien catégoriser ces musiques-là facilement dans les disquaires. Donc quand on va à la FNAC, il y a un coin world music, sono mondiale parce que c'est le concept utilisé en France pour retranscrire le terme world music. Les acteurs, on a vu qu'il y avait Jean-François Bizot, qui avait joué un rôle important dans la médiatisation de ces musiques-là. Donc, le magazine actuel, Radio Nova, qui a joué aussi un rôle important pour la diffusion de ces musiques-là. Il y a aussi des radios comme Tropic FM, Tabala FM, j'en ai pas beaucoup parlé, mais ils ont joué un rôle important dans le fait de pouvoir diffuser ces musiques. Et RFI également a joué un rôle important. Les acteurs au niveau de la presse, il y a le quotidien Libération aussi, qui va jouer un rôle important avec des colonnes qui sont réservées à la musique africaine. Paroles et musique aussi va jouer un rôle important. Donc, il y a la presse qui permet qu'on puisse connaître l'actualité de ces musiques. Mais c'est pour un public de personnes averties, c'est pas pour le grand public. Ces revues-là, ce sont des revues de l'underground et c'est pas lu par le grand public français. Mais ça permet quand même une visibilité en dehors juste des diasporas africaines. Ça permet une visibilité en dehors des lieux initiaux où ils jouaient. Parce qu'avant, ils jouaient dans leur salon, ils jouaient dans les gares. Mais là, avec l'arrivée de Actuel ou des autres revues ou des autres médias, ils peuvent jouer dans des salles et ils auront un public maintenant mélangé, un public de blanc et de noir, parce que des amis qui viennent à ces rencontres-là. Donc, ce sont les acteurs de la sono mondiale. Donc, tu commences déjà à décrire quelques-uns des effets du développement de la sono mondiale sur les musiques d'Afrique centrale. Transformation des publics, transformation des lieux où ces musiques circulent, du coup, transformation aussi de leur réception, puisqu'elle n'est pas encore mainstream ou massive, mais elle, comme tu dis, elle sort des cercles communautaires et diasporiques. Et on a là dans ton analyse un écho à l'analyse que tu fais des années 60. À propos des années 60, tu écris que le métissage culturel est une condition sine qua non de la diffusion des musiques d'Afrique centrale en France. Et là, sur cette période des années 80, tu proposes d'analyser ce développement des musiques africaines dans la sono mondiale comme, je te cite, une réécriture de soi à l'aune de critères occidentaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus et préciser certains de ces critères de réécriture de soi? Réécriture de soi, parce que, en fait, la condition, on a parlé tout à l'heure d'opérateur d'universalisation, la condition pour devenir universel est imposée à ces artistes-là. Donc, en gros, on leur dit, quand je dis on, je parle de maisons de disques, je parle d'éditeurs, je parle de journalistes, pour sortir juste de votre sphère communautaire, il y a un cadre dans lequel vous devez rentrer pour pouvoir émerger sur la scène de l'universel. Donc, il faut se réécrire des fois même dans un aspect physique. Abeti Masikini, qui est déjà une grosse star en Afrique centrale, en Afrique en général, vu que la musique congolaise est écoutée partout, quand elle vient et qu'il faudrait qu'elle joue dans des salles ici en France, on lui dit que le corps n'est pas correspondant au schéma de l'universel. Donc, elle fait un régime pour perdre du poids. Réécriture au niveau du nom, j'en ai parlé tout à l'heure, Manu Dibango, à qui on dit Dibango n'est pas un nom vendeur, il faudrait qu'il change son nom. Et lui, il dit Dibango, je suis, Dibango, je resterai, c'est ce qu'il écrit dans son livre. Donc il faut revoir son état civil pour pouvoir exister dans l'universel. La réécriture aussi au niveau du format, donc on va revoir la longueur des musiques. Faut savoir que dans ces pays-là, quand on fait la musique au Congo ou la musique au Cameroun, c'est un moment de convivialité. Donc, une musique peut faire 20 minutes. En France, on leur dit, ici, il y a un concept de FMisation du son. La musique ne doit pas excéder 2 minutes 30.
Donc, il faut réduire pour rentrer dans les canaux de l'universel. Donc, à plusieurs endroits comme ça dans la carrière, les conditions pour sortir du milieu extra-communautaire doivent être redéfinies. Il faut se réécrire à tous les niveaux. La fin des années 80 et le début des années 90 ouvrent une nouvelle séquence, celle d'un retour actif de l'État dans les politiques musicales de l'Afrique, que tu résumes par la formule de branding de la diversité culturelle. Est-ce que tu peux expliquer cette formule, branding de la diversité culturelle, et rappeler ses grandes étapes? Le branding de la diversité culturelle, c'est la France qui essaye pas qui essaye, mais qui met tout en œuvre pour se positionner comme un État qui accueille les musiques qui viennent d'ailleurs. Donc, les ailleurs sonores sont les bienvenus sur le territoire français. Et c'est pareil, les États-Unis, en contrepartie, font pareil aussi dans leur pays. Donc, il y a une lutte sur la scène internationale pour accueillir les musiques étrangères. Mais la France, pour ce branding culturel-là, va faciliter des événements, par exemple, comme le concours découverte RFI. Donc, le ministère de la Culture, en partenariat avec les alliances françaises, les centres culturels français, ils organisent comme ça des concours de détection de talents musicaux dans les pays africains. Et ils veulent que ces personnes-là viennent après sur le territoire français. Comme ça, eux, ils se positionnent comme la plaque tournante de la sono mondiale. Donc, pour faire du business pour avoir des artistes qui viennent d'Afrique, il n'y a pas besoin d'aller en Afrique, mais vraiment, on peut venir en France et puis on aura déjà le nécessaire sur ce type de musique-là. Donc, ils vont faire des concours découvertes comme ça. Et à l'issue de ce type d'événements, on peut financer un disque, on peut financer un voyage pour aller participer à un autre festival. Donc, la France se pose vraiment comme le pays qui accueille la diversité, le pays qui est ouvert à d'autres sonorités, le pays qui facilite, qui finance même la diversité culturelle ou la diversité musicale. Donc ton livre, très riche, on l'a compris, offre une vision approfondie des évolutions et des enjeux qui lient la culture française, les industries culturelles hexagonales et les musiques et musiciens d'Afrique centrale des années 50 jusqu'aux années 90. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu vois les évolutions qui ont marqué les 25 dernières années, pour commencer ? Depuis la fin des années 90, là on est au-delà du livre, mais du coup ton œil d'observatrice des évolutions musicales et des rapports entre la France et les musiciens d'Afrique centrale m'intéresse beaucoup. Je pense que je ne suis pas le seul sur les 25 dernières années. Sur la période que moi j'étudie en particulier, la France se positionne comme le centre et les autres pays, c'est un peu la périphérie. La France est celle qui dicte les normes et les autres doivent se plier, se conformer à ces normes pour rentrer dans le cadre de l'universel, pour être universellement légitimé, universellement accepté. Alors que ces dernières années, il y a tout un autre jeu déjà avec le streaming et avec le développement des réseaux sociaux. C'est toute une autre dynamique parce qu'il y a des artistes qui peuvent percer sans passer forcément par les canaux traditionnels d'avant, qui étaient déjà de demander un visa, de faire le parcours du combattant pour avoir un visa, de venir en France, de trouver une maison de production, une structure de production, de se faire produire. Alors que maintenant, on peut rester... Il y a des artistes qui sont juste dans leur pays, qui vont faire leur capsule, qui vont mettre sur les réseaux sociaux et qui vont pouvoir avoir une visibilité globalisée. Mais ils n'ont pas besoin de passer par tout ce que j'ai cité tout à l'heure, la réécriture de soi. Ils n'ont pas besoin de passer par tous ces canaux-là. Donc, il y a vraiment un réel changement avec l'avènement des réseaux sociaux, avec le streaming. On a la possibilité d'exister sans forcément passer par le centre. Maintenant, est-ce qu'on a la possibilité d'être reconnu ou sur le plan international, récompensé, avoir des prix, des distinctions? Ça, c'est un autre débat parce que ça rentre encore dans le jeu de pouvoir, le jeu de puissance. Mais là, on a la possibilité d'être écouté, on a la possibilité d'être vu. Alors que sur les périodes où j'ai fait l'étude, c'est vraiment d'abord la bataille pour être vu. Alors, maintenant, on peut être vu. Peut-être pas décoré ou recevoir une récompense, mais on peut déjà être vu et entendu. À la fin de ton livre, tu proposes l'expression de bâtard du patrimoine français pour qualifier les genres musicaux comme le soukous, comme la rumba congolaise, comme le makossa. Est-ce que le rap français, et peut-être plus encore ses évolutions récentes comme l'afro-trap ou l'afro-pop, pourraient aussi être qualifiés, selon toi, de bâtard du patrimoine français ?
Je fais le lien entre bâtard parce que il n'y a pas une paternalité avérée pour ce type de musique issue de la globalisation entre ce qu'ils ont entendu des musiques européennes, qu'ils ont remis dans le jeu. Il n'y a pas une paternité avérée. Et puis, il y a des artistes qui se définissent maintenant comme des afropéens. Donc, ils réclament à la fois l'identité africaine, l'identité européenne. Ce n'est plus un positionnement de je suis africain, je veux faire la musique d'Afrique et être reconnu pour, comme dans les années 90. Donc, je pense que oui, le rap pourrait éventuellement aussi se positionner comme, oui, un bâtard du patrimoine immatériel français, effectivement. Merci beaucoup. On pourra approfondir cette discussion à l'occasion et je pense qu'il est temps maintenant de laisser la parole au public pour d'autres questions. Merci beaucoup Ariel pour ce premier échange et si vous avez des questions, à vous. Merci beaucoup pour cet échange. J'ai hâte de lire le livre. J'aimerais revenir sur la distinction entre musique du monde et sono mondial. Dans les deux cas, on retrouve le mot monde et j'aimerais savoir, en tout cas revenir, parce que ça a été évoqué, mais revenir sur le choix de ce terme plutôt que l'autre. Je choisis d'utiliser sono mondial juste pour faire honneur au fait que je travaille sur la France et qu'en France, il y a une expression qui a émergé des discours des médias dans les années 80 pour parler de cette musique-là, sono mondial. Ils ont utilisé l'expression sono mondial dans le magazine Actuel. Et vu que je travaille sur les circulations autour de la France, je choisis l'expression sono mondial. En Angleterre, au Royaume-Uni, ils ont choisi l'expression world music. Et dans le déroulé des déclinaisons utilisées pour décrire ces musiques-là, il y a aussi les musiques du monde. On parle aussi des musiques du monde. Et plus récemment, je pense qu'on parle des musiques actuelles. Mais ce que je peux dire à ce niveau-là, c'est qu'à chaque fois, ça a permis juste de régler une question marketing. Parce que ça permet de mettre vraiment des musiques qu'on a du mal à ranger dans des catégories précises. Après, tout à l'heure, Karim m'avait dit quelles étaient les difficultés que j'avais rencontrées dans mon travail de recherche. Et ça faisait partie de ces difficultés-là quand j'arrivais à l'INATEC et que si je rentre soukous, qui est vraiment le nom du rythme musical, je trouve 3 occurrences. Soukous à la télé. Parce que dans la description, on a peut-être dire qu'il y a un président congolais qui est arrivé et on a joué du soukous. Mais si je rentre musique africaine, je trouve une pléthore d'occurrences, 400 occurrences, 300 occurrences. Donc, il y avait, je ne sais pas si je peux appeler ça une paresse de la part des personnes qui faisaient ce travail-là, de pousser la recherche pour dire c'est des musiques qui viennent d'où, c'est des musiques qui sont faites par qui, de donner une identité à cette musique-là. Donc, on a juste résolu de les parquer dans une appellation sono mondiale, musique du monde, musique actuelle, et puis ça permet de résoudre plein de problèmes au niveau du marketing, mais pas vraiment de résoudre la question d'aller à la rencontre de l'autre, de savoir quelle est cette musique, qui l'a fait, quels sont ses acteurs. En faisant le parallèle avec le travail de Claire Ducournau sur la fabrique des classiques africains en littérature, je me demandais, on voit de la même manière le transfert culturel asymétrique, le rôle de Paris, des éditeurs parisiens. Et il y a combien à peu près d'artistes qui ont été reconnus, diffusés dans les années 70-80, et est-ce qu'ils ont fait leur carrière en parallèle en France et au Cameroun, au Congo? Les chiffres du magazine Europe Outre-mer, il y a un journaliste qui écrit, je n'ai pas les chiffres de la SACEM, donc je m'appuie sur ces chiffres. En 1976, il dit qu'il y a 620 sociétaires camerounais à la SACEM et qu'il y a 11 000 œuvres qui sont enregistrées à la SACEM. Je n'ai pas les chiffres de combien sont enregistrés à la SACEM au total, mais oui, ils font une carrière parallèle. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, il y a ce besoin de réécriture de soi où certains se disent, ils vont se positionner à la fois sur le marché européen et sur le marché africain. Parce que, juste pour rappeler l'histoire, on parle de musiciens qui ont déjà une notoriété dans leur pays d'origine et qui veulent juste exister sur la scène internationale et qui veulent être écoutés par des personnes en dehors du public extra-communautaire. Donc,
Taboulé, Papa Wemba, Abeti Masikini, plein de grands noms qui ont déjà une carrière au pays. Quand ils arrivent en France, on leur dit il faut changer la rythmique, il faut changer même les posters sur les disques, il faut changer la longueur. Ce qu'ils font pour certains d'entre eux, comme Relema, ils vont éditer 2 cassettes. Pareil pour Manu Dibango. Ils vont éditer 2 formats. Un format pour le public qui est resté au pays et un format pour le marché international. Et dans le format qui est à destination du pays, la plupart du temps, c'est des cassettes. Et puis, pour la France, on avait des disques. Youssou N'Dour, par exemple, il va faire un feat avec... comment il s'appelle? C'était Walking the Tree, ça s'appelle la musique. Mais j'oublie le nom de celui avec qui il va chanter. Mais il va faire un feat avec lui pour le disque qui est à destination du public européen. Maintenant, pour le public africain, déjà le titre de l'album va changer, la photo sur la couverture de la cassette va changer, le temps de la chanson va changer, et ça, c'est pour ce public. Donc, ils ont des carrières parallèles, une carrière vraiment à destination de chaque public. Dans la continuité de la question sur les critères de la réécriture de soi, je me demandais juste aussi s'il y avait des cas de personnes qui avaient pu justement jouer et éviter cette réécriture de soi. Normalement, vous en avez évoqué un justement par le passage aux États-Unis. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas comme ça et sur quel type de ressources, s'il y avait des cas comme ça, ces possibilités s'appuient-elles? Il y a eu plusieurs cas qui n'ont pas eu la même notoriété que Manu Dibango. Heureusement ou malheureusement, je saurais dire. Mais il y a eu plusieurs cas de personnes qui ont décidé juste de ne pas, entre guillemets, brader leur africanité. Ils ont juste décidé de rester dans les logiques de production ou de présentation de soi qu'ils avaient déjà dans leur pays d'origine. Donc eux, ils ont vraiment fait une carrière dans la logique de... Tout à l'heure, on parlait des imaginaires de il faut absolument aller en Europe et revenir. Et là, on a réussi. Donc, ils ont vraiment joué sur cet aspect-là. Ils ont réussi en Europe. Et quand ils reviennent au Cameroun ou au Congo, la notoriété, elle, s'accroît. Quand on fait des représentations scéniques, il y a plus de public qui vient. Donc, ceux-là, ils se sont contentés juste de cette notoriété ou de cette évolution dans la carrière. Maintenant, Manu Dibango, il a décidé juste de rester lui, mais il a eu cette chance-là que les États-Unis ont joué un rôle important. Après, il y a eu d'autres, comme Talla André Marie, qui aussi vont... Il y a des process de reprise. Lui, particulièrement, il a chanté une chanson qui s'appelait Hot Cocky. Et à l'issue du festival de 74 au Congo, il a l'opportunité de remettre son CD à James Brown. Et James Brown va retourner aux États-Unis. Donc là, on est en 73 quand il fait Hot Cocky. James Brown retourne aux États-Unis, on est en 75. Il va faire Bumble, c'est Dead on It, je crois, le titre c'est Dead on It. Il va refaire exactement la même musique. Tout ce qu'il fait, c'est changer. Il chante en anglais. Mais c'est la même musique. Donc, Manu Dibango va lui faire un procès. Ça va durer 4 ans. Il va gagner le procès parce que c'est très évident. Le beat, les paroles, juste, il a chanté en anglais. C'est très évident. Donc, lui, il va avoir une reconnaissance, pas médiatique, Talla André Marie. C'est pas une reconnaissance médiatique comme Manu Dibango qui était sur toutes les chaînes de télé et on en parlait. Mais sa notoriété aussi va avoir plus de conséquences parce que justement, il y a un Américain qui a repris sa musique. Et après, bon, il y a des Américains qui ont repris d'autres musiques, mais ça n'a eu aucune incidence réelle sur la carrière de ces artistes-là. Je me rappelle, par exemple, de Waka Waka, Zamina Mina, c'est la musique. Voilà, elle a été faite par des Camerounais, repris par Shakira, il me semble. Et par contre, sur la carrière de ces personnes-là, on ne voit pas vraiment l'incidence. Donc, les cas sont différents. Est-ce que tu peux revenir sur ce que tu appelles des passeurs culturels dans les années 70-80 qui contribuent à ce décloisonnement des musiques d'Afrique centrale qui va déboucher sur la scène mondiale? Tu en décris beaucoup et ils sont de nature assez différente. Alors peut-être les différentes catégories de passeurs culturels que tu as identifiées et qui sont cruciaux à ce tournant-là de cette histoire. Les passeurs culturels sur le plan bon, déjà, ce sont des acteurs, ça peut être des institutions aussi qui vont jouer un rôle dans le déplacement de la musique d'un lieu à un autre, donc notamment du Cameroun, du Congo pour la France. Il y a des passeurs culturels qui vont être institutionnels.
Il y a des passeurs culturels qui vont être médiatiques, des passeurs culturels qui vont être juste à titre individuel, hein, des mécènes. Mécènes, on a Paco Rabanne, on a Pierre Cardin qui vont jouer un rôle important dans les années 70, notamment Paco Rabanne en finançant la production musicale de Abeti Masekini. Donc après l'avoir vu jouer à l'Olympia, il est intéressé par sa musique et puis il se dit je vais financer, il produit son disque. Donc il y a un disque qui est fait par elle. Il y a Paco Rabanne aussi, c'est pareil, il va produire la musique de Bamina. Bamina, c'est un groupe congolais. Donc à titre individuel aussi, ce sont des passeurs culturels. Sur le plan institutionnel, on a, par le biais du ministère de la Culture, on a Afrique en création qui va vraiment jouer un grand rôle aussi dans le déplacement de ces musiques-là. On a l'AFA qui va aussi jouer un rôle dans le déplacement de ces musiques-là. Et au niveau des institutions comme les festivals aussi. Il y a des festivals qui sont financés par le ministère, qui reçoivent des subventions du ministère. Le Festival des musiques d'Angoulême, le Festival de musique métisse d'Angoulême, qui va jouer un rôle important aussi pour les lieux en France où ils peuvent venir faire des prestations. Ça va être vraiment le Festival des musiques métisses va jouer vraiment un rôle important pour ces musiques-là, dans le contact avec des publics qui ne sont pas vraiment, qui sont pas africains en tout cas. Parce qu'au début, c'est vraiment un festival pour les fans de jazz. Et là, il met jazz et musique métisse. Directement, quand ils arrivent, donc, ils vont vraiment faire des prestations avec un public blanc. Et j'ai eu un entretien avec le directeur du festival qui me disait qu'au départ, c'était vraiment rigolo. Parce que quand ils arrivaient, comme ils n'étaient pas habitués aux scènes françaises, ils venaient et on mettait des retours. On mettait des micros, des choses auxquelles ils ne sont pas habitués. Et des fois, ils s'arrêtaient au milieu de la scène et ils disaient « Producteur, je ne m'entends pas ». Mais vraiment dans le spectacle. Et puis, donc, lui, il disait que c'était vraiment un peu choquant. Donc, il y a ces festivals-là qui aussi jouent le rôle de passeurs. Et bien sûr, les prix découvertes RFI qui quittent de chez eux pour venir ici. Tu évoques aussi des acteurs militants, comme dans le sillage de ce que tu expliquais sur le rôle des luttes de l'immigration dans de nouvelles relations dans le secteur culturel. Je pense en particulier à Mamadou Konté. Oui, avec le festival Afrique en Fête. Oui. Oui, ils ont joué un rôle important aussi au niveau des festivals Africa Fête parce que déjà, ça a permis les premiers dialogues entre les musiciens français et les musiciens africains. Quand il y avait des festivals Africa Fête, il y avait des musiciens africains qui pouvaient jouer et c'était précédé du jeu des musiciens français. Donc le public venait pour voir des musiciens français, mais voyaient aussi des musiciens africains. Et Africa Fête, à un moment, ils ont fait des partenariats avec des boîtes de nuit de loisirs. Et ça permettait que des musiciens africains puissent être positionnés dans ces boîtes de nuit-là, parce qu'il faut savoir que dans les années 70, c'était pas facile d'accès pour les Noirs, les boîtes de loisirs. Donc eux, ils ont facilité cet accès-là à des boîtes pour qu'ils aillent jouer peut-être pendant une semaine, pendant un mois, on pouvait positionner des artistes. C'est ça qui a participé à la notoriété de Maurice Kanté, des frères Touré, plein de musiciens comme ça qui venaient d'Afrique de l'Ouest et qui pouvaient jouer dans cette scène-là. Donc il a joué un rôle important à Africa Fête. Un point dont on n'a pas encore parlé et que tu évoques là, c'est tu proposes dans ton livre une lecture de la mise en rivalité, d'une certaine façon, des musiciens d'Afrique centrale et des musiciens d'Afrique de l'Ouest. Et dans une certaine mesure, les musiciens d'Afrique de l'Ouest semblent plus bénéficier, et les musiques d'Afrique de l'Ouest semblent plus bénéficier du tournant de la sono mondiale dans les années 80. Et ce que j'ai trouvé intriguant, c'est que dans ton livre, tu travailles cette question principalement par le biais des entretiens et du point de vue de plusieurs personnes avec qui tu as fait des entretiens. Et il y a des points de vue finalement un peu ou contradictoires, ou en tout cas des explications qui sont partielles. Tu peux revenir un petit peu là-dessus Il y a un journaliste que j'ai rencontré, deux même, je dirais, que j'ai rencontré, des artistes aussi qui ont parlé. Et du point de vue des journalistes qui étaient blancs et qui écrivaient sur cette musique-là, ils ont dit
Luigi Elondi, par exemple, qui faisait la chronique des musiques pour les magazines comme Actuel, pour Libération, et il dit « J'étais attachée à cette musique-là parce que ça me rappelait les musiques arabes que j'écoutais avant. » C'est pareil pour François Bensignor aussi, qui dit qu'il y avait comme un attachement plus pour la musique d'Afrique de l'Ouest que pour la musique d'Afrique centrale. Et pour eux, à certains moments, ils expliquent le fait que ces musiques-là aient percé sur le territoire français comparé aux musiques d'Afrique centrale. Donc, il y aurait, suivant leurs propos, une sensibilité plus prononcée pour les musiques d'Afrique de l'Ouest en France que pour les musiques d'Afrique centrale, parce qu'il y a un passif arabe de ce qu'ils disent. Maintenant, il y a d'autres qui ont un point de vue suivant lequel les musiques d'Afrique de l'Ouest, c'est parce qu'elles se sont ouvertes plus vite au dialogue musical qu'elles ont percé sur le territoire français. Parce que quand Celluloïd voit le jour et ils décident de commencer à produire les musiques africaines, c'est avec les frères Touré Kunda qui commencent. Et les frères Touré Kunda sont les premiers à avoir vraiment une grosse explosion, à part Manu Dibango, mais ça c'est par la médiation des États-Unis. Mais le dialogue musical qui va faire en sorte qu'il y ait une première star africaine sur la scène française, c'est vraiment le travail de Celluloïd et le mariage entre la musique française, la manière de faire la musique en France et la manière de faire la musique en Afrique. Donc, il y a ces différentes façons de voir la sensibilité ou alors le travail qui est fait derrière sur le plan technique pour que vraiment la musique qui vient d'Afrique de l'Ouest intègre toutes les logiques universelles, toutes les logiques de goût musical de la France. C'est comme ça que ça peut être expliqué. Et du coup, est-ce que, comme tu situes la fabrique de la sono mondiale entre 1968 et 90, est-ce que ça revient à dire que cette sono mondiale, ça y est fabriquée ? Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, qui était que les mots-clés dans la recherche à la BNF, notamment à l'INA, étaient finalement assez pauvres. Est-ce que finalement, cette sono mondiale est aujourd'hui fabriquée ? Qu'est-ce que tu dirais de ça ? Totalement, tout à fait, oui. Je pars du postulat que oui, c'est fabriqué et de manière intentionnelle même. Les frères Touré, ils ont dit dans un entretien ce que j'ai lu dans un magazine que sur la fiche de leur disque, on peut les voir derrière les barreaux et que l'intention derrière cette image du disque, c'était de dire que ils allaient casser les logiques de faire la musique ancienne. Parce que eux, ils allaient maintenant réécrire une nouvelle manière de faire la musique, c'est-à-dire s'ouvrir totalement à l'Occident. Et il y a Taboulé qui dit que plus les musiciens demeurent en Europe, plus le métissage va vers l'Occident. Il y a André-Marie Talla, avec qui j'ai eu un entretien, qui dit que lui, il n'avait pas décidé de s'ouvrir à la France parce que pour lui, son public, c'était le public africain, public camerounais, à la limite, rayonné dans l'Afrique. Donc, il y a un moment où, de manière consciente, les musiciens ont décidé que pour conquérir le marché à l'extérieur de la communauté, voici la liste de ce que les éditions ou les producteurs me disent de faire, je vais le faire. Comment il s'appelle ? Il y a un musicien qui a dit qu'il a lutté pour conserver son africanité, qu'à un moment, pour réussir sur la scène internationale, il faut s'ouvrir sur les ailleurs musicaux. Mais après, il faut s'ouvrir jusqu'à quel niveau ? Lui, il a dit qu'il a lutté pour conserver son africanité. Donc, est-ce que la sono mondiale est fabriquée ? Oui, fabriquée par les normes de celui qui peut légitimer, de celui qui peut décider de comment on va récompenser la musique. Et maintenant, les artistes en face, ils ont la possibilité de décider s'ils entrent dans les cadres de ce qui est défini ou pas. Merci beaucoup, Ariel. Je vais aussi remercier Aurélien Thom pour la réalisation technique et je vais remercier le comité d'organisation des rencontres en sociologie des arts et de la culture, Cindy Aubrière, Élise Chies-Vatine, Anastasia Choquet, Tristan Dominguez. On est nombreux cette année. Michael Freudenthal.
Lucas Lesport, Guillaume Lurton, Serkan Narmanli, Domiti Séné, Olivier Vanet et Eun-Yong Won. Et encore un rappel, puisque je l'ai déjà dit tout à l'heure, la prochaine séance, ce sera le 17 février 2026 et nous aurons le plaisir de rencontrer Samuel Zarka autour de son livre « Ces invisibles qui font le cinéma ». Et la séance sera animée cette fois par Anastasia Choquet. Elle se déroulera aussi ici, sur le site Pouchet du CNRS, dans la même salle 124, cette fois de 16h à 18h. Merci beaucoup et bonne journée à toutes et à tous.